Bonjour à tous. Devant le succès de nos premiers podcasts et votre enthousiasme à suivre ceux du docteur Thierry Hertog, nous sommes vraiment ravis de poursuivre cette aventure des paroles d'experts Energetica Natura. 2 mardis par mois, retrouvez des experts en médecine fonctionnelle, que ce soit en hormonologie, en santé digestive, en santé métabolique et bien d'autres encore. Ces paroles d'experts sont pour vous, professionnels de santé, experts ou débutants, une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'avoir accès à une grille de lecture différente par rapport à votre pratique actuelle. Cet outil vient enrichir notre offre de formation académique, proposée sous forme de webinaires, d'ateliers digitaux, de tables rondes et de masterclass scientifiques, pour jour après jour vous accompagner de façon personnalisée au plus près des attentes de vos clients et patients. Restez connectés et retrouvez nos paroles d'experts sur les grandes plateformes d'écoute, YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud, et bien sûr sur notre site web, rubrique Académie. À bientôt! Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. Aujourd'hui, je reçois le docteur Alain Butnaru. Il est spécialisé en médecine anti-âge et esthétique et il est particulièrement attaché à la médecine du bien vieillir, donc optimiser la longévité de ses patients. Et donc, dans le cadre de cette longévité, on sait que la santé métabolique joue vraiment un rôle déterminant. C'est pourquoi aujourd'hui, il a décidé de nous parler de l'insulinorésistance et de la glycation. Bonjour docteur Butnaru, merci, bonjour, Catherine, merci de nous à vous. retrouver. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est partagé. Merci beaucoup. Pourquoi justement parler insulinorésistance et glycation? Pourquoi aborder ces deux problématiques en même temps? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont complètement liées. Elles sont liées au vieillissement et elles sont liées à plein de pathologies que tout le monde connaît. Enfin, c'est le diabète, les maladies cardiovasculaires, les troubles cognitifs. Il est important, si on veut traiter nos patients en médecine fonctionnelle et anti-âge, comprendre leur interaction pour prévenir et ralentir le vieillissement. Alors, on va commencer juste par l'insulinorésistance. C'est très simple. C'est, tout le monde le sait, la diminution de la réponse des cellules à l'insuline. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsque les cellules commencent à moins bien marcher, elles vont fabriquer plus d'insuline pour simplement traiter le sucre qui est en excès. Mais on a très vite un dysfonctionnement de ces récepteurs. Et ça va nous entraîner une inflammation de bas grade, on en a déjà parlé, c'est l'inflammaging, une accumulation de lipides qu'on appelle ectopiques et un stress oxydatif. Est-ce que vous pourriez réinsister, c'est important je pense de les rappeler, quels sont les facteurs de risque d'insulinorésistance? Alors, il y a malheureusement des prédispositions génétiques, on le sait, génétiques et épigénétiques. Je crois que vous en avez beaucoup parlé d'épigénétique et c'est vraiment important. L'obésité viscérale et surtout l'excès de mauvaise graisse au niveau de l'abdomen, c'est pas bien. La sédentarité, bien sûr. Bien sûr, la mauvaise alimentation, là, c'est surtout les glucides ultra transformés, raffinés et tous les sucres rapides. Les troubles du sommeil, le stress, surtout quand il devient chronique, et des déséquilibres d'hormones, bien sûr le cortisol, bien sûr les hormones thyroïdiennes, et on oublie toujours que toutes les cellules de notre corps ont des récepteurs aux hormones thyroïdiennes, et bien sûr les hormones sexuelles, androgènes, œstrogènes. Les conséquences, c'est surtout ça qui est important, c'est qu'est-ce qui va se passer si on a ce problème? Eh bien, on a une accélération du vieillissement cellulaire, et on a un raccourcissement accéléré des télomères, une baisse de l'autophagie. Tout ça, on a déjà vu que c'était fondamental. On a une prédisposition, bien sûr, au syndrome métabolique, et avec le corollaire ensuite du diabète de type 2, une augmentation vraie du risque cardiovasculaire, avec une athérosclérose. On a un vieillissement cérébral accéléré. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe tout simplement? C'est que notre cerveau a besoin de 2 choses pour vivre, en fait, fondamentalement. Il a besoin d'oxygène. 3 minutes sans oxygène, notre cerveau est mort. Et on a besoin de sucre. Mais lorsqu'il y a trop de sucre, eh bien, il va se passer, on en parlera tout à l'heure, des produits de glycation avancée, eh bien, on va avoir en fait une fibrose. Ça, c'est une catastrophe. Une fibrose qui va entraîner que nos neurones vont moins bien fonctionner. On va avoir une accumulation de problèmes au niveau des plaques amyloïdes, et on sait que ces plaques amyloïdes, c'est un risque d'Alzheimer. On a la même chose au niveau du rein, et c'est une catastrophe, parce que au niveau des reins, le rein va commencer à travailler plus simplement pour éliminer ce sucre en excès, et puis au bout d'un moment,
même chose, on a une fibrose qui commence à apparaître avec un problème rénal d'insuffisance et ça ne marche pas du tout. C'est vraiment important de souligner les conséquences au-delà de la problématique métabolique de cette insulinorésistance, justement sur la fonction cognitive, sur la fonction rénale. C'est important de bien prendre conscience des différentes conséquences très concrètes en fait de cette insulinorésistance. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur justement la glycation, quel est ce processus d'un point de vue biochimique en fait, et qu'est-ce qui se passe dans notre organisme quand on parle justement de glycation? Alors, vous savez que toutes les réactions de notre corps, elles sont faites entre un produit et un autre grâce à un enzyme qui va transformer. Eh bien, la glycation, c'est en fait non enzymatique. C'est ça qui est intéressant. On a une réaction qui va se faire entre des sucres, d'accord, et surtout ce qu'on appelle les sucres réducteurs, qui sont glucose, fructose, et lactose, et des protéines, d'accord. Alors, les protéines, ça peut être aussi également les lipides et surtout notre ADN. Donc, on va avoir une formation de produits finaux qu'on appelle les produits de glycation avancée. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a d'abord, lorsqu'une petite glycation initiale, bon, on appelle ça la formation, c'est les bases de chiffres. Bon, mais c'est pas très méchant, c'est surtout très réversible. Ensuite, on a une formation plus embêtante qui sont les composés d'Amadori, pour être plus scientifique. Et en fait, ça va être vraiment marqué quand on fait une hémoglobine glyquée. Et ça, c'est là où on va le voir. Et puis après, il y a quelque chose d'irréversible, et c'est la production de produits de glycation avancée. C'est un mot anglais. Et là, on va avoir une modification fonctionnelle, irréversible des protéines. C'est-à-dire qu'une protéine qui a été mal transformée, elle ne sera pas fonctionnelle. Et est-ce qu'il existe certains facteurs qui vont accélérer cette glycation, qui vont promouvoir cette glycation? Oui, alors, vous savez que l'hypoglycémie, on peut mourir vite, parce qu'on va on va pas aller bien, et puis on peut aller jusqu'au coma. Ça, c'est rapide. Moi, je dis souvent que l'hyperglycémie chronique, et ça, c'est les gens qui en mangent beaucoup tout le temps, on va mourir un peu plus lentement, mais ça va agir beaucoup sur notre vieillissement. Ce qui est pas bien, c'est l'hyperglycémie qui est permanente, et surtout même, et peut-être même encore plus, des pics de glycémie comme ça qui sont... Parce que notre corps aime pas ça du tout. Alors, ça c'est quoi? C'est les régimes riches en sucre raffiné, et aussi les cuissons à haute température. Par exemple, on va vers l'été, les barbecues, c'est très sympa, de façon... en faire de temps en temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne une cuisson qui devienne pratiquement habituelle, parce qu'on va faire ce qu'on appelle les réactions de Maillard alimentaire, qui est, on va cristalliser notre sucre en fait. C'est pour ça qu'il faut privilégier les cuissons, ou à la vapeur, ou au moins pas trop élevées. Ensuite, le stress oxydatif, il y en a malheureusement, et ça va favoriser une glycoxydation. Il y a un déficit qui peut être vrai, c'est le déficit en antioxydants et surtout le Q10, et des vitamines qui sont les vitamines anti-glycation, qui c'est la B1, la B6, la vitamine C et la vitamine E. Et précisément sur notre organisme, quelles vont être les conséquences de la formation de ces produits de glycation avancés, qu'on appelle les AGE en anglais? Comment ça va se manifester sur notre organisme? Alors, j'emploie des mots qui sont pas toujours la cristallisation, c'est un mot que j'emploie souvent pour expliquer ça à mes patients parce qu'ils comprennent mieux. Mais qu'est-ce que ça va faire? Très simple, ça va rigidifier tout. D'accord? Le sucre va tout rigidifier. Alors, on a une perte d'élasticité, une dysfonction du collagène, ça c'est au niveau de la peau, bien sûr, ça se voit, mais aussi au niveau des artères, aussi au niveau de vos yeux. On a une inflammation chronique qui va être accélérée. Alors, pourquoi? Parce que nos produits de glycation avancée, ils vont stimuler des récepteurs. D'accord? Et ces récepteurs, qui sont les récepteurs RAGE, on va activer des voies inflammatoires. Et ça, c'est une catastrophe. On va avoir des complications vasculaires avec une athérosclérose, et on sait les dommages que ça peut faire accélérer, des micro-angiopathies, alors ça surtout, c'est très embêtant parce que c'est au niveau de nos yeux, d'accord? Au niveau de notre rein et au niveau de notre cerveau. Et ça, c'est une catastrophe. Et au niveau de notre cerveau, c'est aussi encore plus, on parlait de neuropathie diabétique, mais là, on a une altération des protéines cérébrales, on a une formation de plaques amyloïdes, que l'on connaît, donc on connaît l'importance dans l'Alzheimer. Eh bien, ces plaques amyloïdes, elles vont être glyquées, d'accord? C'est les protéines tau, les protéines bêta, et on va les glyquer, donc elles ne seront plus du tout fonctionnelles.
Alors, on a bien compris l'insulinorésistance d'une part, la glycation d'autre part, le lien entre insulinorésistance et glycation. Comment ça se passe? Ça se passe tout simplement, c'est un cercle vicieux. En fait, l'insulinorésistance va favoriser l'hyperglycémie chronique, d'accord, qui augmente ainsi la glycation. De la même façon, à l'inverse, la glycation augmente l'inflammation chronique qui accentue l'insulinorésistance. Donc il faut vraiment, là c'est vraiment, il faut le briser ce cercle vicieux par une prise en charge qui va être fonctionnelle et préventive. Et dans votre pratique courante avec vos patients, est-ce que vous utilisez certains outils prioritairement pour essayer d'évaluer justement cette problématique insulinorésistance et glycation? Alors, quels sont-ils? Bien sûr, il faut. Alors, première chose qui est très ancien, mais qui peut encore donner une petite aide, c'est juste, il faut 1 centimètre de couturière, et on va mesurer au niveau de l'ombilic, on va mesurer le tour de taille. Alors, c'est un premier signe, mais c'est un premier signe clinique qui est pas ridicule. Il faut ne pas dépasser 102 pour les hommes et 88 pour les femmes. C'est vraiment quelque chose, mais on le sait, il suffit des fois de regarder nos patients, et on voit bien que malheureusement, il y a un petit peu. Alors après, il y a des choses un peu plus intéressantes. On a le calcul, et ce sont les laboratoires qui vont le faire, ce qu'on appelle l'indice HOMA et Quicky. Alors, c'est des calculs un peu compliqués qui sont par rapport à la glycémie et l'insulinémie. C'est pour ça que lorsqu'on veut ces éléments, il faut prescrire insuline et glycémie à jeun, et insuline à jeun. Et après, c'est des calculs que fait parce que c'est des logs. Bon, c'est un peu compliqué. Mais on va avoir des valeurs normales, d'accord, que le laboratoire va vous donner. Alors, très simple. Lorsque l'indice HOMA est supérieur à 2,26, c'est ce qui est le plus classique, on a une résistance à l'insuline. Si notre indice Quicky est inférieur à 0,35, on a déjà une perte de sensibilité à l'insuline. Et pourquoi mesurer un HOMA et un Quicky et pas se limiter à un HOMA? Quel est l'intérêt d'avoir les deux ratios? Alors, tout simplement parce que le Quicky est souvent plus sensible et plus précoce que le HOMA. Et c'est plus facile de traiter un patient qui commence à avoir une perte de sensibilité à l'insuline que déjà être en résistance. Troisième chose qu'il faut, et là c'est vraiment fondamental, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'hémoglobine glyquée. Alors, bien sûr tout le monde sait, l'hémoglobine elle transporte l'oxygène, d'accord? Et un globule rouge c'est 2 à 3 mois de vie. Mais l'hémoglobine a aussi la propriété de se lier au glucose, au sucre. Et cette liaison, c'est ça qui est important, elle se fait proportionnellement à la quantité de glucose qui est dans notre sang. Donc, cette hémoglobine glyquée, c'est le pourcentage d'hémoglobine qui a fixé du sucre. Moi, je le dis, à mes patients, je leur dis tout bêtement, il y a une hémoglobine particulière qui garde un petit peu les morceaux de sucre quand on les voit passer. Et c'est ça qu'on va doser. Et donc, surtout, ce qui est très important, c'est que c'est un élément qui nous donne une glycémie moyenne des 3 derniers mois. D'accord? Comment le calculer pour être sûr qu'il soit bien? Il y a un petit calcul, c'est on va être inférieur à 5, virgule, et le chiffre après va être la décennie de l'âge, moins 1. Par exemple, quelqu'un qui a 50 ans, il faut qu'il soit à 5,4. Quelqu'un qui va être à 70 ans, on veut qu'il soit à 5,6 parce qu'on peut accepter avec le vieillissement un petit peu plus. Dernière chose que je fais de plus en plus, alors, les diabétiques ont la chance maintenant, par rapport à ce qu'ils faisaient avant, c'est d'avoir des surveillances de leur glycémie. Ils mettent quelque chose sur leur bras, ils le posent et ils vont pouvoir suivre sur leur iPhone ou sur un autre téléphone, ils vont pouvoir suivre leur glycémie. Eh bien, moi, je le fais de plus en plus pour mes patients. Ça dure 15 jours. Ça permet vraiment de voir comment fonctionne notre glycémie. Alors, c'est un peu astreignant pour ces patients parce que ce que je veux, c'est pas simplement qu'ils le regardent, qu'ils le notent, mais qu'ils notent exactement ce qu'ils mangent. Et c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que entre deux patients, on n'aura pas la même réaction. Quelqu'un va manger, par exemple, un fruit à telle heure, bon, il va avoir une poussée de glycémie très importante. Un autre va pas avoir d'augmentation. Et c'est vraiment important parce que ça permet ensuite d'adapter de façon réellement personnalisée une alimentation. Et ça permet aussi également aux patients de se rendre compte vraiment de ce qui se passe dans son corps. Et c'est quand même très simple. Avec vos patients, quand vous avez mis en évidence justement cette problématique insulinorésistance et glycation, quelle est la stratégie que vous allez leur proposer pour essayer justement de faire un peu marche arrière, de limiter la progression de cette problématique dont on a vu les conséquences délétères? Alors, déjà, je suis un monstre. Je leur dis qu'il faut supprimer le sucre le plus possible, tout ce qui a
non pas un goût sucré, mais tout ce qui est sucre raffiné, on va dire. Ça vraiment. Alors moi, le café sucré, j'aime pas avec 2 sucres ou même un. Il faut qu'ils suppriment leur sucre. Et on verra un petit peu plus tard. Je vous expliquerai comment on peut faire. Alors après. L'alimentation aussi doit être à faible index glycémique, d'accord? Alors c'est le régime méditerranéen qui est très bien, où on peut faire de temps en temps des régimes cétogènes. Alors le régime cétogène ne s'adapte pas à tout le monde. Par exemple, vous savez, on a déjà parlé des apolipoprotéines. Quelqu'un qui est ApoE4, il faut absolument pas qu'il fasse un régime cétogène, c'est une catastrophe. Donc il faut gérer en fonction des ApoE quelle est la meilleure alimentation. Mais pour certaines personnes, ça peut les aider à démarrer. Pour ceux qui peuvent, hein, les E2 bien sûr, mais même les E3 de temps en temps, de faire des petites cures cétogènes pour essayer de leur montrer qu'on peut vivre très très bien sans sucre. Après, bien sûr, on va contrôler la cuisson des aliments. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne fait pas n'importe quoi quand on fait cuire ces aliments. On va rajouter des antioxydants. Ça, c'est important. Que ce soit, on en parlait tout à l'heure, la vitamine B1, la B6, la vitamine C, la vitamine E, mais aussi l'acide alpha-lipoïque, que j'aime beaucoup, beaucoup, la carnosine, la quercétine. Et le jeûne intermittent, on en a déjà parlé, c'est très, très bien. Encore mieux dans ce cas-là, lorsqu'on a des problèmes vraiment, même commence à avoir des diabètes de type 2, des choses comme ça, on peut réellement avec des jeûnes plus longs, 1 semaine, 10 jours, mais là il faut avoir un accompagnement médical et pas faire un jeûne. On peut faire un jeûne de 2-3 jours sans problème à la maison, mais si on veut aller plus loin, il ne faut pas le faire tout seul. C'est dangereux là. Alors, je leur donne toujours, et ça c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est le docteur Mouton, Georges Mouton, qui a beaucoup travaillé pour voir. Je leur donne une feuille en fait de ce qu'ils peuvent manger, la base de leur alimentation, par exemple les pseudo-céréales, le sarrasin, les légumineuses, mais je leur dis aussi ensuite ce qu'il faut plus ou moins qu'ils essayent d'éliminer, c'est les céréales qui sont sans gluten, essayez d'en manger moins, parce que le riz, le maïs, le millet, tout ça c'est du sucre, c'est ça le problème. Ensuite, limiter fortement, bien sûr, les céréales avec du gluten, parce qu'encore une fois, c'est du sucre, et il y a vraiment des choses, le pain blanc, tout ça, les pains industriels, ça, il faut pas du tout en manger. C'est une catastrophe. D'abord, c'est pas bon parce que c'est du sucre pur, et en plus, c'est ultra transformé. En plus, après, il y a aussi, le docteur Mouton avait mis au point des règles d'or, dont je me sers toujours, tous mes patients ont cette règle, c'est vraiment important. Alors c'est quoi? C'est lorsqu'on va manger simplement un repas, on démarre jamais par-dessus quelque chose qui soit sucré. Toujours plutôt des protéines, qu'elles soient animales ou végétales. On mange jamais de glucides seuls. On l'emballe toujours dans son alimentation avec par exemple des légumes. Si on peut pas faire ça, on va commencer par des fibres, d'accord? Le petit déjeuner est vraiment important pour ceux qui ne font pas de jeûne intermittent, hein, d'accord? Le pire des petits déjeuners, c'est le petit déjeuner à la française. Pain, beurre, confiture, c'est une catastrophe. Et déjà, les patients, ils s'en rendent compte, les gens s'en rendent compte. Ils prennent un petit déjeuner le matin comme ça. À 11h, 11h30, ils sont pas bien. Ils sont en hypoglycémie réactionnelle et ils ont faim et ils se précipitent sur la nourriture. Donc, le mieux, c'est le jeûne intermittent. Sinon, il faut plutôt manger des protéines le matin. Alors, évitez bien sûr tous les produits transformés, les jus, je vous ai pas dit pour le matin, mais le jus d'orange à jeun comme ça, c'est une catastrophe. Hein. Deuxièmement, je me dis toujours à mes patients, on grignote pas. Le grignotage, c'est une catastrophe. Notre organisme, une des choses qui lui prend le plus de temps et d'énergie, c'est la digestion. Si on est tout le temps en train de manger, il peut pas gérer ça. Après, il y a des petits trucs qui sont sympas, c'est que si par exemple dans un repas, on sait qu'on va manger un petit peu plus de sucre, une cuillère à soupe de vinaigre dans le repas, dans un petit verre d'eau, c'est bon. Alors il faut que ce soit bien sûr un vinaigre bio, qui soit de bonne qualité, bien sûr. Après, marcher, si on peut, c'est pas toujours facile, même 5 à 15 minutes comme ça après le repas, c'est bien, d'accord? Et c'est pour ça que une activité physique régulière est vraiment, vraiment indispensable. Alors cette activité physique, elle doit être adaptée. Hein. C'est encore une fois, lorsqu'on n'a pas fait depuis longtemps du sport, on va pas se mettre à faire du sport en salle de façon complètement démentielle. On essaie de faire, déjà de marcher, ce serait bien, vraiment de marcher réellement. Si on peut faire un peu de musculation, mais déjà de marcher, mais de marcher vraiment, on va améliorer même notre sensibilité à l'insuline. On a parlé alimentation, on a parlé activité physique. Il nous reste gestion du stress et des émotions.
quelle est la place de cette approche émotionnelle dans la régulation de ces troubles métaboliques? Elle est importante parce que souvent, lorsque on est stressé, je parle un peu chronique, on va se jeter sur, on a besoin de sucre. Alors on a besoin de sucre pour d'autres choses, on sait, mais donc il faut essayer de gérer. Encore une fois, on est toujours toujours dans la même chose, gérer son stress. Alors là, moi, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque parce que c'est quelque chose de facile à faire. La méditation, le yoga, c'est très très bien, mais ça nécessite plus d'envie de le faire et de temps. Et son sommeil, le sommeil favorise, le bon sommeil, favorise une régulation métabolique. Si cette approche complète déjà n'est pas suffisante, vous allez, j'imagine, parfois prescrire des compléments alimentaires à vos patients. C'est important aussi de limiter les compléments alimentaires, donc vraiment de choisir les plus pertinents, les plus précis, les plus pointus. Votre top 3 pour réguler ces problématiques d'insulinorésistance et glycation, vos chouchous? Alors, mes chouchous, on peut démarrer un petit peu des fois, par exemple, par de la méformine, pourquoi pas. Ça peut nous aider au départ. Mais on en a déjà parlé, moi j'aime beaucoup la berbérine, beaucoup. Ce sont le resveratrol qui vont être des activateurs de l'AMP cyclique, c'est très très important. Le contrôle de l'inflammation et du stress, ça c'est très important, stress oxydatif bien sûr, et là ça va être encore une fois toujours la même chose, c'est pour ça que c'est pas si compliqué, ce sont les oméga 3, un bon taux d'oméga 3, la curcumine et le glutathion, c'est très important. Deuxièmement, la curcumine que j'aime beaucoup parce que elle va aussi activer une voie qui va diminuer l'inflammation, un NRF2 qui va diminuer la glycation et l'inflammation. Donc il y a ça. Il y a le resveratrol bien sûr encore, la quercétine, le sulforaphane, alors ça c'est le brocoli, c'est très bien, ainsi que bien sûr les antioxydants du thé vert, des framboises, des grenades, tous ces. Alors, même savoir une petite chose, les fruits rouges, on a toujours l'impression ils ont un goût sucré, mais ce sont ceux qui contiennent le moins de sucre. Donc, dans une alimentation, lorsqu'on veut, il vaut mieux manger des fruits rouges que d'autres fruits. D'accord ? Pour conclure, je voudrais insister aussi sur le fait de dépasser un petit peu les problématiques métaboliques qui sont liées à cette insulinorésistance et à cette glycation, et qu'en fait, beaucoup plus largement, ce tandem insulinorésistance et glycation, il est vraiment important pour optimiser la longévité. Je sais que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup, donc c'est important d'élargir cette problématique et de dépasser juste l'équilibre glycémique. Tout à fait. Mais moi, la longévité, c'est quelque chose qui me passionne, mais la longévité sans une bonne santé ne m'intéresse absolument pas. D'accord ? Vivre vieux, pas bien, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça que ces deux phénomènes d'insulinorésistance et glycation, c'est vraiment notre mode de vie moderne. D'accord ? Et ça, il faut changer les choses. C'est pas facile. Alors, c'est quoi notre vie moderne ? C'est une alimentation ultra transformée. Je suis un peu affolé quand les gens ne font plus du tout à manger. Mais des fois, des choses simples, ça ne veut pas dire de faire des choses compliquées, et qui ne font que commander des choses où on les livre, où on sait que c'est ultra transformé, que c'est pas de bonne qualité. Souvent, par exemple, moi, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est Comme J'aime, c'est une catastrophe, les produits qui font peut-être maigrir, mais c'est une catastrophe, parce que de toute façon, il y aura un rebond, et c'est pas bien. Il faut traiter le stress qui est le chronique. Il faut essayer d'avoir une activité physique. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est pour qu'on vive mieux, plus vieux, mais dans de bonnes conditions. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. Donc, cette médecine, on dit maintenant médecine fonctionnelle anti-âge, c'est une approche holistique qui va pas traiter les symptômes, d'accord ? Bien sûr, on va les traiter, mais on va surtout essayer de repenser tout notre rapport à l'alimentation, à la santé, au temps, encore une fois, pour avoir un vieillissement harmonieux et une longévité en très très bonne santé. Merci beaucoup, Dr Butnaou, c'était très très intéressant. Merci beaucoup à vous. Et cette problématique, je pense qu'elle est très très fréquente chez les patients que vous recevez au cabinet. Donc c'était important d'insister dessus. Merci à tous pour votre écoute. On a hâte de vous retrouver pour un prochain épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.